Si la physique du vol est exactement la même partout sur la planète, pourquoi un avion américain et un avion européen peuvent-ils se ressentir, s'opérer et même se comprendre de manière si différente? Deux industries confrontées aux mêmes défis pour voler, transporter des passagers et maintenir la sécurité ont développé des philosophies de conception qui semblent appartenir à des mondes opposés. C'est l'un des paradoxes les plus fascinants de l'aviation moderne. Les règles sont universelles, mais les solutions ne le sont pas. D'un côté se trouve Boeing, le géant américain qui pendant des décennies a défendu une philosophie de vol centrée sur le pilote avec des commandes traditionnelles, un cockpit davantage orienté vers l'intervention directe et une approche où l'action humaine conserve un rôle central. Airbus, en revanche, a promu depuis l'Europe l'automatisation avancée, le fly-by-wire, la protection numérique de l'enveloppe de vol et une vision plus systématique, standardisée et informatisée du pilotage. Ce sont deux approches qui non seulement se voient différentes, mais se ressentent également différentes. Mais cette séparation n'est pas seulement une question de commande, d'écran ou d'esthétique, elle va bien au-delà du cockpit et touche la philosophie de conception, les systèmes internes, la structure elle-même, les certifications et même la manière dont les avions réagissent en vol. Ce sont deux visions complètes de la manière dont un avion doit fonctionner, chacune soutenue par des décennies d'histoire, de culture technique, d'industrie et de priorités opérationnelles totalement différentes. Il ne s'agit pas de décider quel avion est meilleur, mais de comprendre pourquoi il existe deux chemins aussi divergents. Et c'est ici que surgit la première grande question que nous devons résoudre. D'où est née cette séparation si profonde entre l'aviation américaine et l'aviation européenne? Pour trouver cette réponse, il faut remonter bien avant Airbus et Boeing, jusqu'au moment où les deux industries ont commencé à prendre forme dans des contextes historiques complètement différents. Les décisions techniques qui semblent aujourd'hui opposées sont nées dans des réalités économiques, militaires et industrielles qui ont poussé chaque région vers des solutions différentes dès le départ. Les États-Unis ont été le lieu où l'aviation commerciale a pris forme avant partout ailleurs. C'est là qu'est née une culture aéronautique fondée sur l'expérience militaire, l'esprit pionnier et un marché immense qui exigeait des avions capables de parcourir de longues distances intérieures, d'opérer avec une fiabilité continue et de donner la priorité au contrôle du pilote. La figure du pilote, traditionnellement formée dans des environnements militaires ou d'aviation légère, était centrale. Cela a conduit des entreprises comme Boeing à consolider une philosophie claire, des commandes plus directes, des systèmes qui privilégient la sensation manuelle et des structures conçues pour un usage intense, rapide et continu. La demande de vols domestiques gigantesques a poussé à concevoir des avions polyvalents, robustes et optimisés pour fonctionner des milliers d'heures chaque année. L'Europe, en revanche, n'a pas commencé avec une industrie unifiée. La France, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Italie disposaient de fabricants séparés, de compagnies plus petites et de visions techniques différentes qui ne pouvaient pas rivaliser individuellement avec l'ampleur industrielle américaine. Le continent avait besoin d'une stratégie commune et c'est ainsi que, des décennies plus tard, est né ce qui allait devenir Airbus, un projet multinational conçu pour développer des avions modernes, efficaces et hautement standardisés. Arrivé plus tard à l'aviation commerciale à grande échelle, l'école européenne a pu intégrer dès les premières étapes des systèmes électroniques avancés, des commandes fly-by-wire et une philosophie d'automatisation qui finirait par redéfinir la manière de piloter. À partir de ces racines différentes, on commence à comprendre la véritable fracture entre les deux philosophies, car chaque industrie a évolué en répondant à des besoins très différents dès le départ. Les États-Unis ont développé leur aviation à partir d'une pratique massive et opérationnelle, tandis que l'Europe l'a impulsée par l'innovation conjointe et l'ingénierie collaborative. Alors que Boeing répondait à un marché déjà consolidé, Airbus est né pour construire une alternative moderne capable de concurrencer à l'échelle mondiale. L'un a évolué à partir de la tradition et de l'expérience, l'autre à partir de l'intégration technologique et de la numérisation. Ces racines historiques expliquent pourquoi chacun conçoit ses avions de manière différente. Aux États-Unis, la philosophie s'est progressivement établie autour de l'idée que le pilote devait avoir le contrôle direct de l'avion, avec des systèmes qui assistent sans interférer. En Europe, en revanche, la vision s'est centrée dès l'origine sur le fait que l'ordinateur pouvait aider à éviter les erreurs humaines, protéger l'enveloppe de vol et améliorer l'efficacité opérationnelle.
Les deux idées sont valables, les deux fonctionnent, et les deux naissent de contextes profondément différents. Et ces différences ne sont pas restées dans le passé. Aujourd'hui, en entrant dans le cockpit d'un Boeing ou d'un Airbus, on retrouve l'héritage vivant de ces décisions initiales. Deux philosophies qui ont commencé séparées et qui ont évolué en parallèle, chacune suivant son propre chemin. Cela laisse ouverte une question inévitable. Si l'histoire a séparé leur trajectoire, comment cette différence se traduit-elle dans la manière concrète dont chacun conçoit ses avions ? La différence historique entre l'aviation américaine et l'aviation européenne ne s'est pas limitée aux livres ni au début de leurs industries. Avec le temps, cette séparation s'est transformée en deux philosophies de conception qui définissent aujourd'hui la manière de voler, de contrôler et de comprendre un avion moderne. Alors que l'histoire explique l'origine de la divergence, la philosophie explique sa permanence. Deux façons d'interpréter le rôle du pilote, le rôle du système et la relation entre l'être humain et la machine. D'un côté, l'école américaine, représentée par Boeing, continue de défendre un concept classique et profondément enraciné. Le pilote doit être le centre du système. Cette philosophie se manifeste par des commandes traditionnelles comme le yoke, par des systèmes mécano-hydrauliques qui transmettent des sensations physiques de l'avion et par une architecture qui, bien qu'assistée par des automatismes, privilégie l'autorité humaine. Pour Boeing, le pilote est celui qui doit toujours avoir le dernier mot, celui qui peut évaluer des situations non prévues par l'ordinateur et celui qui possède l'expérience nécessaire pour prendre des décisions critiques. La conception s'articule autour de cette prémisse. L'intervention humaine ne doit pas être artificiellement limitée. De l'autre côté apparaît l'école européenne marquée par Airbus qui, dès le lancement de l'A320, a introduit une philosophie totalement différente fondée sur l'automatisation avancée et sur la protection numérique comme axe central de la conception. Le système fly-by-wire remplace les commandes mécaniques par des signaux électroniques et permet de développer des lois de contrôle qui maintiennent l'avion dans des paramètres sûrs. Le side stick, plus petit et sans rétroaction physique directe, fait partie de cette vision. Le pilote introduit des commandes et le système évalue si ses ordres dépassent l'enveloppe de vol, en limitant ou en ajustant la manœuvre lorsque cela est nécessaire pour éviter des situations dangereuses. C'est une philosophie dans laquelle la machine participe activement à la prévention de l'erreur humaine. Cette différence conceptuelle traverse toute l'expérience de vol. Il existe une philosophie où le contrôle naît de la sensation directe de l'avion, du contact avec les commandes et de l'interprétation tactile du pilote, et une autre où le comportement se comprend à travers une logique numérique et une interface plus abstraite dans laquelle l'ordinateur filtre les actions. L'une mise sur le fait de permettre à la décision humaine de fixer la limite, l'autre est orientée vers la protection de l'aéronef et l'évitement de toute manœuvre qui le conduirait hors de ses marges structurelles ou aérodynamiques. Cette distance entre les approches se rend également visible dans la conception des cockpits. Les alarmes, la disposition des systèmes, la manière dont les messages sont priorisés et les modes automatiques répondent à ces philosophies opposées. Boeing concentre les commandes de manière classique avec une rétroaction physique et une moindre intervention de l'ordinateur. Airbus mise sur des écrans, des automatismes intégrés et un système qui prend une part active dans la sécurité. Aucune n'est meilleure que l'autre. Elles répondent simplement à des logiques différentes quant à ce qu'un avion doit faire lorsque le pilote agit à la limite. Cette même différence se reflète également dans la manière dont chacun conçoit la sécurité. Les deux philosophies ont démontré qu'elles sont extrêmement robustes et parviennent à ce résultat par des chemins différents. L'une fait confiance au jugement du pilote expérimenté. L'autre a des systèmes capables d'éviter des manœuvres dangereuses, même lorsque le pilote lui-même les initie par erreur. Ce n'est pas une compétition entre approches, mais une manière différente d'interpréter la relation entre la personne et la machine. Et ces différences ne se limitent pas au cockpit ou aux commandes. La philosophie de conception détermine également la manière dont l'intérieur de l'avion est structuré, l'architecture des systèmes, la façon dont les ordinateurs sont connectés, la redondance du câblage et les décisions d'ingénierie en profondeur. Ce que l'on voit dans le cockpit n'est que la partie émergée de l'iceberg. Cela nous conduit à une question inévitable. Si ces philosophies modifient déjà la manière de piloter un avion, comment influencent-elles la conception interne et l'architecture de ces systèmes ?
La véritable différence commence à se percevoir loin des commandes visibles, dans la manière dont chaque avion est construit à l'intérieur. C'est là qu'apparaissent des systèmes distribués, des routes redondantes et des ordinateurs interconnectés qui forment une structure invisible capable de déterminer comment l'aéronef réagit avant même que le pilote ne touche une commande. C'est dans cette architecture interne que les philosophies de conception cessent d'être une idée et deviennent une ingénierie réelle. Un avion moderne est, en essence, un système immense composé de milliers de kilomètres de câblage, de multiples ordinateurs répartis dans le fuselage, d'actionneurs, de capteurs et de routes redondantes qui garantissent que chaque surface de contrôle fonctionne même si plusieurs éléments tombent en panne, ce qui pour un passager est un simple vol stable et pour les ingénieurs le résultat d'un réseau complexe de systèmes qui doivent répondre de manière fiable en toutes circonstances. Dans l'école américaine, représentée par Boeing, l'architecture interne repose sur l'idée de maintenir l'autorité du pilote même en cas de défaillance. Pour cela, de nombreux avions Boeing utilisent des systèmes mécano-hydrauliques traditionnels, renforcés par l'électronique mais sans en dépendre totalement. Le pilote transmet les ordres au moyen de câbles, de tringles et d'actionneurs hydrauliques qui offrent une sensation physique directe de l'avion. La redondance repose sur des canaux parallèles et indépendants. Si un système tombe en panne, un autre prend le contrôle sans interposer un filtre électronique qui limiterait la décision humaine. Cette architecture privilégie la continuité du pilotage manuel et la capacité d'intervenir même dans des scénarios inattendus. L'école européenne, menée par Airbus, adopte une logique différente. Une redondance fondée sur le traitement numérique au moyen de systèmes fly-by-wire. Ici, les ordres du pilote ne déplacent pas directement les surfaces ni les actionneurs. À la place, ils sont interprétés par des ordinateurs qui décident comment exécuter la manœuvre dans des paramètres sûrs. Airbus utilise plusieurs ordinateurs en parallèle, avec des canaux numériques triplés ou quadruplés, conçus pour comparer les données, filtrer les erreurs et protéger l'enveloppe de vol. Le résultat est une architecture dans laquelle le système ne se contente pas de transmettre l'ordre, mais l'analyse également et, si nécessaire, le limite. Cette différence se reflète également dans la disposition du câblage, où, chez Boeing, les systèmes mécaniques et hydrauliques nécessitent des routes physiques complexes, des conduites sous pression, des accumulateurs et des éléments analogiques répartis le long du fuselage. Dans l'approche européenne, une grande partie du poids technique se déplace vers des bus numériques, des ordinateurs et des actionneurs électriques, ce qui modifie non seulement la manière dont l'avion est câblé, mais aussi sa maintenance et son diagnostic. L'industrie européenne s'appuie sur un écosystème numérique solide qui permet de détecter rapidement les défaillances grâce à des systèmes centralisés de gestion et de surveillance. Ce contraste finit également par influencer la manière dont la maintenance est réalisée. Chez Boeing, de nombreuses tâches restent liées à des composants physiques tels que des actionneurs, des valves et des systèmes mécaniques qui nécessitent une inspection directe, tandis que chez Airbus, une part importante du diagnostic repose sur des outils électroniques capables de fournir une lecture rapide de l'état des systèmes. Malgré cela, aucune approche n'est plus simple que l'autre. Toutes deux sont extrêmement complexes et répondent à des priorités techniques différentes. Et tout cela, cette architecture invisible qui définit comment l'avion pense, réagit et communique avec lui-même, ne se limite pas aux systèmes internes. Elle finit également par influencer des décisions visibles de l'extérieur dans la manière dont l'aéronef prend forme et dans la façon dont il se comporte en vol. Cela nous conduit à la question suivante. Si l'architecture interne est déjà si différente, comment cette différence se reflète-t-elle dans la forme réelle de l'avion, dans son design extérieur et dans son comportement aérodynamique? Cette influence commence à se percevoir dans les lignes mêmes de l'avion. Les différences de système, de câblage, de redondance et de logique de contrôle finissent par façonner les ailes, le fuselage et le comportement aérodynamique de chaque modèle. C'est pourquoi, lorsqu'on observe un avion américain et un avion européen, ce ne sont pas seulement les commandes ou le cockpit qui changent, mais la manière dont l'avion se comporte physiquement dans l'air. Les lignes extérieures reflètent des priorités internes, et les priorités internes reflètent une philosophie d'ingénierie claire. Avec le temps, des schémas reconnaissables apparaissent et aident à comprendre cette divergence.
Les avions produits par des fabricants américains comme Boeing tendent à maintenir une évolution plus continue de concepts antérieurs, d'éléments structurels hérités et de solutions fondées sur l'expérience opérationnelle. Ceux développés en Europe sous la marque Airbus adoptent généralement des approches plus intégrales, avec des structures conçues dès le départ pour intégrer l'automatisation, les nouvelles technologies et une aérodynamique optimisée pour l'efficacité à grande échelle. Les deux philosophies recherchent la même chose, sécurité, efficacité et performance, mais y parviennent par des chemins différents, tant sur le plan visuel que physique. Dans cette différence commencent également à se remarquer des traits concrets dans la structure même de l'avion, et l'un des plus évidents apparaît dans les ailes. Dans de nombreux modèles américains, la rigidité relative reflète une philosophie où la structure répond directement aux charges et à l'interaction avec des systèmes de contrôle traditionnels. De leur côté, de nombreux designs européens se distinguent par une plus grande flexibilité des ailes, particulièrement visible sur les avions long courriers. Cette flexibilité aide à mieux répartir les charges aérodynamiques, améliore l'efficacité en croisière et réduit la fatigue structurelle. Cette différence de comportement se perçoit également en cas de turbulence. Des ailes plus flexibles filtrent une partie du mouvement, tandis que des ailes moins flexibles transmettent une réponse plus directe. Aucune option n'est meilleure ou pire, chacune répond à des priorités d'ingénierie spécifiques. Cette même logique structurelle s'étend également au fuselage, qui présente des variations issues du marché prédominant. Dans l'environnement aéronautique américain, l'énorme réseau domestique de vols moyens et long courriers a favorisé des fuselages conçus pour l'efficacité opérationnelle, la maintenance rapide et des cycles quotidiens élevés, tandis que sur le continent européen, où de nombreuses routes sont régionales et de moyenne distance, la priorité s'est portée sur la standardisation, la modularité et l'optimisation pour différents profils de mission au sein d'un même design de base. C'est pourquoi certains modèles développés en Europe intègrent dès leur conception des solutions de cabine plus larges ou plus modernes, tandis que plusieurs designs nés de l'autre côté de l'Atlantique conservent des structures éprouvées qui ont été progressivement affinées au fil du temps. À partir de cette même logique structurelle, les différences deviennent également visibles sur le plan aérodynamique. Dans la tradition américaine, les ailes sont généralement optimisées en recherchant un équilibre entre performance, robustesse et polyvalence opérationnelle, conçues pour des environnements très variés et un usage intensif. En Europe, en revanche, la tendance s'oriente vers des profils plus affinés pour l'efficacité en croisière et la réduction de la consommation. De là découlent des éléments tels que la forme des winglets, la flexion caractéristique ou la manière dont le moteur est intégré sous l'aile. L'aérodynamique reflète des décisions de marché, davantage d'efficacité dans certains régimes de vol ou une plus grande robustesse dans d'autres. Ces différences physiques ne s'observent pas seulement de l'extérieur car elles se ressentent également en vol. Les passagers et les équipages perçoivent des variations dans la stabilité latérale, le comportement en turbulence, la répartition du poids et la sensibilité de l'avion au changement d'altitude ou de puissance. Ce sont des effets directs de la manière dont il a été décidé de concevoir les ailes, les fuselages et les structures internes. Et tout cela découle de priorités, efficacité versus continuité, flexibilité versus rigidité et optimisation versus tradition. Mais même si ces différences semblent être purement le produit de l'ingénierie, il existe un autre facteur moins visible qui définit jusqu'où les fabricants peuvent aller lorsqu'ils conçoivent un avion. Car tout ne dépend pas de la philosophie technique ni de l'histoire industrielle. Il existe des limites qui conditionnent chaque décision, avant même que le premier croquis ne prenne forme. C'est pourquoi apparaît une question centrale qui ouvre l'étape suivante de l'analyse. Si le design physique reflète des priorités différentes, quel rôle jouent les normes qui fixent ces limites et en quoi les règles américaines et européennes diffèrent-elles au moment de certifier ces conceptions? Les différences physiques et structurelles entre les avions américains et européens ne s'expliquent pas uniquement par la philosophie de conception ou par l'histoire industrielle. Elles sont également profondément conditionnées par le cadre réglementaire qui définit jusqu'où l'ingénierie peut aller avant qu'un avion ne quitte le papier pour devenir un aéronef certifié pour voler. Dans ce cadre, aucun fabricant ne conçoit dans le vide, car chaque décision naît dans des marges imposées par des autorités aéronautiques aux critères propres.
Aux États-Unis, les normes de la Federal Aviation Administration s'appliquent, tandis qu'en Europe, la référence est la European Union Aviation Safety Agency. Toutes deux poursuivent le même objectif et certifient des avions selon des standards extrêmement rigoureux, mais leurs approches finissent par influencer la manière dont Boeing et Airbus conçoivent leurs appareils. Pour comprendre cette différence, il faut partir d'une idée simple. Un avion ne peut pas opérer s'il n'est pas certifié. Et c'est précisément ce processus qui définit la résistance structurelle, le comportement en cas de défaillance, la stabilité, l'architecture électrique, le logiciel et les procédures d'urgence. Il s'agit d'un cadre exigeant qui façonne chaque décision d'ingénierie dès le départ et qui, bien que la FAA comme l'EASA cherchent à garantir la sécurité, ne suit pas toujours exactement le même chemin pour parvenir à ce résultat. La Federal Aviation Administration a une philosophie davantage fondée sur la continuité. L'industrie américaine opère depuis des décennies dans un cadre où l'expérience préalable a un poids considérable. Si une conception de base démontre qu'elle est sûre, la FAA permet de la faire évoluer sans devoir réinventer chaque composant à partir de zéro. Cette logique répond au marché américain. Immense, hautement compétitif et composé de compagnies aériennes qui exigent des mises à jour rapides sans compromettre la familiarité du système. Ainsi, dans de nombreux modèles de Boeing, la FAA autorise le maintien d'éléments structurels hérités et de certifications fondées sur des familles d'avions. Dans cette approche, ce qui est éprouvé et fiable possède une valeur significative. Selon une logique différente dans l'environnement européen, la certification évolue vers une approche plus systématique et normative. La European Union Aviation Safety Agency adopte des critères qui privilégient des essais exhaustifs, une documentation détaillée et une validation rigoureuse des nouveaux systèmes, notamment lorsqu'il s'agit d'automatisation, d'intégration numérique ou de logiciels critiques. L'EASA tend à imposer des exigences plus strictes en matière de redondance, de tolérance aux défaillances électroniques et de comportement du fly-by-wire. La logique européenne s'appuie moins sur la continuité et davantage sur la standardisation multinationale, de sorte que toute innovation doit être certifiée avec un niveau de rigueur uniforme pour tous les États membres. Ces différences se traduisent par des critères concrets lors de la certification. La FAA peut être plus flexible avec des conceptions qui évoluent à partir de modèles antérieurs, tandis que l'EASA exige généralement qu'un changement significatif implique des essais complets du système, même si la conception provient d'une famille déjà connue. En matière de redondance électronique, l'EASA a tendance à être plus stricte, tandis que la FAA permet souvent des approches fondées sur un historique opérationnel réussi. Pour les systèmes numériques, l'EASA exige des niveaux de vérification plus élevés, notamment en ce qui concerne les logiciels de contrôle de vol. Le résultat est que les avions européens tendent à intégrer des architectures numériques plus uniformes, tandis que les avions américains peuvent conserver un mélange plus large de systèmes traditionnels et modernes. Ce cadre juridique conditionne les deux fabricants et finit par influencer la manière dont ils développent leurs aéronefs. Boeing conçoit en tenant compte du fait que la FAA permet une plus grande continuité structurelle au sein d'une même famille, tandis qu'Airbus évolue dans un environnement qui favorise des développements complets et homogènes comme ceux observés dans les lignes A320, A330 ou A350. Ainsi, plutôt que de choisir des chemins opposés, chaque fabricant apprend à évoluer dans les limites définies par son propre écosystème réglementaire. Les deux approches ont démontré qu'elles sont exceptionnellement sûres, mais leur différence philosophique explique pourquoi les avions américains et européens évoluent de manière distincte. La certification ne se contente pas de valider un avion. Elle trace également la direction que suivra sa conception, du premier trait jusqu'au dernier essai. Si l'histoire, la philosophie et les lois aident à comprendre ces différences, alors il reste une pièce essentielle à observer. Quel rôle jouent les besoins réels de chaque marché, ses routes, ses coûts, ses distances et sa manière d'opérer? Car au final, les avions ne naissent pas seulement d'idées ou de réglementations, ils naissent du lieu où ils doivent voler. Chaque région du monde impose des rythmes différents, des distances différentes et des modèles économiques propres. Les routes, la pression opérationnelle, la structure des aéroports et le type d'activité dominante
finissent par façonner les caractéristiques dont un aéronef a besoin pour être efficace et rentable. Et c'est cette réalité opérationnelle qui explique en grande partie pourquoi les États-Unis et l'Europe ont évolué vers des conceptions si différentes. Les États-Unis sont un pays continental où le trafic aérien domestique est gigantesque. Des milliers de vols internes traversent le pays chaque jour, reliant des villes séparées par d'énormes distances. Les compagnies aériennes exploitent des flottes immenses qui doivent voler plusieurs fois par jour avec des avions qui passent peu de temps au sol et beaucoup dans les airs. Cet environnement favorise une philosophie de conception orientée vers la robustesse opérationnelle, la continuité, la maintenance rapide et une expérience de pilotage cohérente même dans des conditions variées. C'est ici que s'inscrit la tradition représentée par Boeing, avec des avions conçus pour fonctionner dans des cycles intensifs, effectuer des rotations rapides et maintenir une familiarité structurelle entre les modèles, facilitant ainsi la transition des flottes et des équipages. L'Europe, en revanche, est une mosaïque de petits pays reliés par des routes courtes et moyennes. La plupart des vols durent entre 1 et 3 heures. La concurrence entre compagnies aériennes est féroce, en particulier de la part des opérateurs à bas coût qui exigent une efficacité maximale et une réduction extrême de la consommation. En outre, l'Europe opère sous des réglementations environnementales plus strictes et dans un marché fragmenté qui impose d'optimiser chaque kilogramme de poids et chaque litre de carburant. Ce contexte favorise des avions hautement automatisés, efficaces, dotés de cockpits standardisés et de systèmes conçus pour réduire les coûts opérationnels à long terme, une philosophie qui s'aligne avec les conceptions d'Airbus. Les différences économiques expliquent encore davantage cette séparation. Aux États-Unis, les compagnies aériennes gèrent de grands hubs et des routes transcontinentales où la priorité est la fiabilité, l'autonomie et la performance soutenue. En Europe, les coûts d'exploitation sont extrêmement surveillés, taxes aéroportuaires plus élevées, carburant plus cher et réglementation sur les émissions plus exigeantes. Cela favorise une philosophie où chaque amélioration aérodynamique, chaque optimisation logicielle et chaque progrès dans la réduction de la consommation ont un impact significatif. En termes généraux, aux États-Unis, on tente à valoriser la continuité et la performance sur de longues distances, tandis qu'en Europe, on privilégie l'efficacité sur des vols répétitifs et de courte durée, bien qu'en pratique, il existe de nombreuses nuances et exceptions selon le modèle, la compagnie aérienne et le type d'exploitation. Un autre facteur clé concerne les profils de mission. Les avions américains sont généralement optimisés pour des vols moyens et longs courriers à l'intérieur du pays, ce qui justifie des décisions de conception liées à l'autonomie, à la répartition des charges et à la stabilité en croisière prolongée. Les avions européens, pour leur part, sont optimisés pour des cycles de décollage et d'atterrissage plus fréquents, pour des cockpits hautement standardisés entre les modèles et pour des systèmes permettant aux compagnies aériennes d'exploiter de grandes flottes avec une formation supplémentaire minimale. Ces priorités opérationnelles influencent également le quotidien des pilotes et des techniciens. Les pilotes américains sont habitués à des transitions rapides entre des avions d'une même famille, en profitant de conceptions qui évoluent de manière continue. Les Européens, en revanche, font souvent partie de flottes où la standardisation est plus élevée, notamment dans les cockpits d'Airbus, ce qui réduit les temps de formation et facilite la flexibilité opérationnelle. En matière de maintenance, il se produit quelque chose de similaire. Dans l'environnement américain, on maintient généralement une approche fondée sur des systèmes hérités et des procédures déjà connues, tandis qu'en Europe, les outils numériques et les diagnostics intégrés prennent davantage d'importance, chacun reflétant des priorités techniques différentes. Dans l'ensemble, ces choix ne se concurrencent pas, ils se complètent et répondent à des contextes opérationnels différents. L'aviation américaine et l'aviation européenne ne cherchent pas à s'imposer l'une à l'autre, elles évoluent simplement en fonction des réalités du marché dans lesquelles elles opèrent. D'un côté, on privilégie des aéronefs capables de soutenir des cycles intensifs et de couvrir de grandes distances internes, tandis que de l'autre, on favorise des conceptions très efficaces pour des routes plus courtes et des flottes hautement standardisées. Et lorsque toutes ces pièces commencent à s'assembler, la séparation cesse de ressembler à une rivalité pour devenir quelque chose de plus intéressant. Deux chemins distincts qui naissent de besoins réels et qui, ensemble, aident à comprendre pourquoi l'aviation moderne n'a pas une seule manière de voler,
mais plusieurs façons d'atteindre le même ciel. Au fil de ce parcours, une idée claire commence à se dessiner. Les différences entre les avions américains et européens ne proviennent pas de décisions isolées ni de préférences esthétiques, mais de contextes profondément différents qui façonnent chaque choix technique. Histoire, marché, philosophie et réglementation s'entrelacent jusqu'à créer des identités propres, cohérentes avec l'environnement dans lequel chaque aéronef a été conçu. Ainsi, la question qui a ouvert ce voyage cesse de se ressentir comme une comparaison entre rivaux et devient une compréhension plus large des raisons pour lesquelles il existe différentes manières de concevoir un même rêve de voler. À mesure que le parcours avance, chaque couche commence à s'emboîter avec la suivante. La culture aéronautique, née de contextes historiques différents, façonne deux manières de penser le vol. L'une plus proche du contrôle direct du pilote, l'autre fondée sur l'automatisation et la protection numérique. Cette idée ne reste pas au niveau théorique, elle traverse l'architecture interne, le câblage, la redondance et finit par se refléter même dans la silhouette de l'avion, dans ses ailes, son fuselage et son comportement en vol. À cela s'ajoutent des cadres réglementaires différents qui conditionnent la manière dont chaque conception est certifiée, ainsi que des réalités opérationnelles qui poussent à privilégier certaines solutions plutôt que d'autres selon les routes, les coûts et le type de marché dans lequel chaque aéronef doit fonctionner. Tout cela nous conduit à comprendre l'idée centrale. Les avions ne sont pas conçus dans un vide technique, mais au sein d'un écosystème qui combine histoire, ingénierie, réglementation et économie. Boeing et Airbus ne représentent pas deux camps opposés, mais deux logiques différentes au sein de la même aviation mondiale. Chacune répond à ses propres défis, marchés et besoins. Et toutes deux ont construit des machines extraordinairement sûres, avancées et efficaces. Désormais, lorsque tu verras un avion rouler vers la piste ou s'élever dans le ciel, tu ne verras pas seulement un fuselage et deux ailes. Tu verras des décennies de décisions techniques, de compromis réglementaires, de priorités opérationnelles et de différentes manières de comprendre le vol. Tu verras comment chaque fabricant imprime son identité dans chaque détail, de la philosophie du cockpit à la manière dont les ailes se courbent en croisière. Comprendre ces différences permet de voir l'aviation avec une profondeur nouvelle, non pas comme des machines qui se font concurrence, mais comme des visions complémentaires d'un même objectif. Si cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer à découvrir comment fonctionnent réellement les machines qui font avancer le monde, abonne-toi et accompagne-nous dans les prochaines vidéos. Il reste encore beaucoup à explorer dans cet univers fascinant d'ingénierie et de design.